Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à remercier l'association AGSMF de m'avoir invité, ainsi que le laboratoire du Glaxo, pour vous faire cette présentation qui reste toujours d'actualité. Et on est en pleine période d'infection respiratoire. Donc, on va parler de la prise en charge des infections respiratoires basses communautaires. Donc, comme vous savez, les infections respiratoires basses communautaires regroupent trois entités. La première entité, c'est la bronchite aiguë simple. Vous recevez, surtout en cette période, beaucoup de patients qui ont des bronchites aiguës. On est en pleine épidémie virale, épidémie de la grippe, mais également les exacerbations infectieuses de bronchite chronique et la pneumonie, qui est l'atteinte parenchymateuse, les trois entités ont des tableaux radiocliniques différents et la prise en charge est également différente. Tout d'abord, on va parler de la bronchite aiguë. La bronchite aiguë, c'est une inflammation aiguë des bronches et des bronchioles. Elle est très fréquente. Elle représente plus de 90% des infections respiratoires aiguës basses communautaires. Et il survient dans un contexte épidémique. Elle est d'origine virale, automne-hiver. On est en pleine période et nos consultations, le plus grand pourcentage des patients se présentent pour une prise en charge de la bronchite aiguë. Donc, malheureusement, on sait que l'origine virale, le plus fréquent, mais malheureusement, 90% des ordonnances comprennent des antibiotiques. Sinon, il y a des patients qui passent directement chez le pharmacien et on donne des antibiotiques sans ordonnance. Donc, c'est une utilisation abusive pour une infection virale. L'abstention de toute antibiothérapie en cas de bronchite aiguë de l'adulte sain est la règle, recommandation A par toutes les sociétés savantes. Donc, comment on va prendre en charge cette bronchite aiguë de l'adulte simple? Eh bien, c'est le traitement symptomatique. Vous ne devez pas demander une radiographie pulmonaire devant un malade qui a une bronchite aiguë dans un contexte épidémique viral. Pas d'antibiotiques. Le traitement, il est symptomatique. Votre patient a de la fièvre, on donne des antipyrétiques. Il tousse, on peut donner des antitussifs ou des mucolytiques, des décongestions nasales et surtout, le repos et boire beaucoup d'eau qui est le meilleur fluidifiant. Et bien sûr, vous devez évaluer votre patient. Donc, l'évaluation de l'efficacité de ce traitement symptomatique, généralement, l'évolution, elle est favorable. Même pas une semaine, la fièvre va disparaître. Ce qui reste et ce qui est parfois pénible pour nos patients, c'est la toux et les expectorations qui vont tarder un peu, donc, mais moins de 4 semaines. C'est secondaire à l'hyperréactivité bronchique causée par ce virus qui a irrité l'épithélium. Donc, c'est le temps de la cicatrisation de cette irritation. Et parfois, je vous dis parfois, le malade, elle est tellement gêné qu'on peut donner une corticothérapie inhalée de petite dose pendant maximum 1 mois pour aider la guérison rapide de cette inflammation. Si vous avez évalué votre patient et vous constatez qu'il y a persistance ou aggravation des symptômes, n'hésitez pas à demander un cliché thoracique, ça peut être quelque chose d'autre, sinon une surinfection bactérienne dont le traitement est totalement différent de la bronchite aiguë virale. Donc, parlons un peu de l'exacerbation aiguë de BPCO. Donc, il faut savoir que malheureusement, on a beaucoup de bronchites chroniques causées par le tabagisme. Donc, un petit rappel de la bronchite chronique, c'est des patients fumeurs qui toussent et qui crachent plus de 3 mois dans l'année et ça 2 années consécutives. Donc, la définition de la bronchite chronique, c'est une définition qui est clinique. La BPCO, c'est une définition spirométrique. C'est l'évolution naturelle de la bronchite chronique. Donc, il faut la confirmer par une spirométrie qui va vous montrer un trouble obstructif non réversible sous bronchodilatateur. Donc, le diagnostic d'une surinfection de bronchite chronique infectieuse, elle est essentiellement clinique et repose sur des signes fonctionnels également. C'est les fameux critères d'Anton-Nissen. C'est le patient qui va vous rapporter qu'il a constaté que ses expectorations qui étaient jusque-là blanchâtres, ils sont devenus purulentes. Et c'est le critère le plus fiable de l'origine infectieuse de l'exacerbation. Peut-être il va vous dire que oui, je crachais, c'est un bronchite chronique, mais j'ai constaté que le volume de mes expectorations a augmenté. Et parfois, c'est un malade qui n'avait pas de dyspnée. Donc, il n'y avait pas de dyspnée. Il a constaté qu'il y a une apparition, ou bien c'est un patient qui avait une dyspnée à un stade 1 ou 2, et il a senti qu'il y a une aggravation de cette dyspnée. Donc, devant ces symptômes, c'est une exacerbation, et il faut chercher la purulence qui est un critère fiable de l'infection.
Généralement, les signes généraux, ils sont inconstants. Vous pouvez avoir un patient qui est en exacerbation aiguë infectieuse de BPCO sans fièvre. Donc la fièvre, elle est inconstante. Et l'examen physique est généralement, il peut être normal, mais parfois on a des râles bronchiques. C'est surtout des sibilants pour les exacerbations de BPCO. Ce qu'il faut retenir, devant une exacerbation aiguë de BPCO, pensez à une étiologie bactérienne devant une purulence verdâtre franche des crachats. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a d'autres étiologies des exacerbations aiguës de BPCO. On a dit que 50%, les autres 50% peut être quelque chose d'autre. Donc, la majoration des symptômes respiratoires peut être en rapport avec d'autres pathologies qui requièrent un traitement spécifique, notamment l'embolie pulmonaire qui peut survenir sur ce terrain de BPCO, une pneumonie communautaire dont la prise en charge est totalement différente, un OAP, c'est des malades fumeurs qui peuvent avoir d'autres pathologies cardiovasculaires, et parfois un pneumothorax qui est la cause de l'exacerbation et de la majoration de la dyspnée. D'où l'intérêt devant une exacerbation aiguë de BPCO de demander une radiographie thoracique. Donc, on va voir le but de cette radiographie thoracique qui est généralement, quand on la demande, elle est normale, voire il va montrer un syndrome bronchique. C'est surtout pour éliminer les diagnostics différentiels que j'ai présentés devant vous, qui sont des diagnostics plus graves et qui nécessitent un autre traitement, l'embolie pulmonaire, le pneumothorax qui doit nécessiter un drainage. Donc, il faut demander un cliché thoracique chez les patients qui ont une exacerbation de BPCO, surtout pour éviter de passer à côté d'un autre diagnostic. Quels sont les agents responsables des exacerbations infectieuses de BPCO? Bien sûr, il y a l'origine virale, mais là, c'est différent que la bronchite aiguë. C'est souvent les bactéries qui sont en cause des surinfections de BPCO. Et le chef de file, c'est le Streptococcus pneumoniae, le pneumocoque, mais également d'autres germes tels que l'hémophilus, le Moraxella catarrhalis et le Mycoplasme pneumoniae. Il faut savoir que les exacerbations aiguës de BPCO accélèrent le déclin des fonctions pulmonaires et sont associées à un taux de mortalité significatif. Donc, les patients qui font des exacerbations, souvent, on va constater qu'au fil des années, si on fait une spirométrie, on remarque qu'il y a le déclin de leur volume expiratoire maximal seconde. L'antibiothérapie initiale doit être donnée le plus tôt possible et elle est souvent probabiliste devant une surinfection de BPCO. Notre objectif comme médecin, c'est de traiter pour minimiser l'impact négatif de l'exacerbation et bien sûr de prévenir les épisodes ultérieurs. Donc c'est important de traiter les exacerbations aiguës infectieuses des BPCO. Voici sur cette diapositive, je vous ai mis des recommandations pour les antibiothérapies pour traiter les exacerbations de BPCO. Oui, c'est une publication de 2010, mais on n'a pas de grands changements. Donc, vous êtes dans vos cabinets ou bien dans un centre de santé, vous avez un malade soit connu porteur d'une BPCO documentée avec une spirométrie que vous avez déjà. Donc, sinon, vous avez un malade qui est bronchitochronique, vous avez diagnostiqué parce que c'est un diagnostic clinique et qui n'avait pas de dyspnée. Donc, devant l'absence de dyspnée chez un malade qui n'a pas d'EFR, devant un malade qui a EFR, et ça je parle bien sûr en dehors de l'exacerbation, s'il a une spirométrie en dehors de l'exacerbation et vous avez un volume expiratoire maximal supérieur à 50%, eh bien, vous n'allez pas donner de l'antibiothérapie. C'est des malades généralement qui ont des surinfections virales. Mais si c'est un malade qui a un VMS inférieur à 50% documenté en dehors des exacerbations, ou bien c'est un patient que vous voyez tout le temps, qui a une dyspnée d'effort de base, mais dans ce cas, l'antibiothérapie sera donnée seulement si vous avez des expectorations franchement purulentes verdâtres. Et vous voyez les recommandations, c'est surtout l'amoxicilline comme premier choix. Il y a d'autres alternatives selon ce que vous avez, mais généralement, c'est l'amoxicilline, sinon ou macrolide. Donc, on vise le pneumocoque en premier. Si vous avez un malade qui a déjà une spirométrie, donc documentée comme étant une BPCO sévère, avec un VMS inférieur à 30%, ou c'est un malade qui n'a pas de document, qui n'a pas de spirométrie, mais c'est un malade qui vous rapporte qu'il avait effectivement une dyspnée en moindre d'effort ou dyspnée de repos
en dehors de cette exacerbation, eh bien, dans ce cas, il faut donner une antibiothérapie systématique et rechercher d'autres causes d'exacerbation de la dyspnée parce que généralement, c'est des exacerbations sévères et qui vont aboutir à une insuffisance respiratoire aiguë. Et là, les recommandations, c'est de donner de l'amoxicilline plus l'acide clavulanique. Donc, le spectre il est plus large parce que c'est des malades qui font des infections un peu sévères et vous avez le choix avec les céphalosporines 3e génération, sinon les fluoroquinolones, mais on privilégie de donner l'amoxicilline plus l'acide clavulanique en premier pour ne pas griller les autres antibiotiques. Donc, parce qu'on a constaté l'utilisation abusive de fluoroquinolone et on va savoir l'antibiothérapie. Vous ne pouvez pas donner à un malade qui a déjà reçu une fluoroquinolone dans les 2 mois auparavant et on peut développer les résistances. Et on a peur, heureusement, notre pneumocoque marocain est toujours gentil. On va le voir dans des études qui ont été réalisées au Maroc. Je vais venir. Donc, le choix et les durées d'antibiothérapie dans les exacerbations aiguës de bronchopneumopathie chronique obstructive. Là, c'est les dernières recommandations qui ont été publiées en juillet 2024. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Donc, on reprend dès le départ. Donc, on a un malade qui a une bronchite chronique connue. Il a une augmentation du volume ou bien, et surtout la purulence des expectorations pendant au moins 48 heures. Donc, c'est un signe que vous pouvez relever à l'interrogatoire. Donc, si on n'a pas la présence de l'augmentation de volume des expectorations et on n'a pas la présence de la purulence, dans ce cas, il ne faut pas donner d'antibiotiques. D'accord? Donc, on est dans une exacerbation généralement virale, mais vous devez réévaluer votre patient dans les 48 heures à 72 heures après. Si aggravation clinique, eh bien, dans ce cas, vous donnez une antibiothérapie. Et la même chose comme les dernières recommandations de 2010, toujours on privilégie l'amoxicilline et on donne 1 gramme x 3 par jour. Mais là, qu'est-ce qu'on a remarqué? Qu'ils essaient de réduire la durée de l'antibiothérapie. Elles préconisent une durée inférieure ou égale à 5 jours. Si vous avez un malade qui a des signes de purulence, donc ça signe que c'est une infection bactérienne, donc dans ce cas, il faut rechercher chez ce malade, bien sûr, à l'interrogatoire, c'est très simple. Est-ce que ce malade a déjà fait des exacerbations dans l'année qui précède ou bien un malade qui a fait un épisode ayant nécessité une hospitalisation? Sinon, vous voyez si c'est un malade qui a une documentation de sa BPCO, est-ce que son VMS il est inférieur à 50%? S'il a une comorbidité comme une insuffisance cardiaque ou une cardiopathie ischémique, s'il a fait plusieurs cures d'antibiotiques pour des infections, si son âge, et c'est très important l'âge, on va le voir, il est supérieur à 65 ans, et si c'est un malade qui désature ou bien qui a de l'oxygénothérapie chez lui, et vous voyez, on privilégie également l'amoxicilline plus l'acide clavulanique avec un dosage de 1 gramme x 3 par jour, donc 3 grammes, et également, ils veulent réduire la durée de l'antibiothérapie inférieure ou égale à 5 jours. Dans tous les cas, il faut réévaluer et voir si ça marche, notre antibiothérapie, c'est bon. Sinon, si devant des signes de gravité, il ne faut pas hésiter à hospitaliser votre patient. Dans tous les cas, si l'évolution elle est bénigne, et vous êtes le médecin qui s'occupe de ce patient, il faut, après cette exacerbation qui a bien évolué sous traitement, envoyer votre patient chez son pneumologue pour voir le déclin de ce VMS, pour voir s'il y a eu des retentissements de cette exacerbation et surtout pour ajuster le traitement de fond de ce patient. Parce que la BPCO, il a un traitement de fond et elle a le traitement des exacerbations. Donc, c'est surtout pour ajuster le traitement de fond. Donc, n'hésitez pas, après une exacerbation aiguë, c'est un malade qui a une BPCO, de l'envoyer chez son pneumologue pour réévaluer son traitement de fond. Donc, on a parlé de l'atteinte bronchique. Ça peut être, comme j'ai dit, la bronchite aiguë simple d'origine virale le plus fréquemment, mais également les exacerbations aiguës infectieuses de BPCO. Là, on va voir la pneumonie aiguë communautaire, dont la prise en charge elle est différente. C'est l'infection du parenchyme pulmonaire d'évolution aiguë. C'est quoi le terme communautaire? Ça signifie que c'est une pneumonie qui est acquise en milieu extra-hospitalier ou dans les 48 heures qui suivent une hospitalisation. Je m'explique. Si vous avez un patient qui a été hospitalisé pour
une pathologie X. Ça peut être une cholécystite, ça peut être une insuffisance cardiaque. Il a été hospitalisé dans les 2 jours et il vous fait une infection à l'hôpital. L'infection, elle était en période d'incubation. C'est une infection communautaire. Par contre, si c'est une infection qui apparaît au-delà de 48 heures de l'hospitalisation, on n'est plus dans la pneumonie aiguë communautaire, on est dans la pneumonie aiguë nosocomiale, dont la prise en charge, elle est totalement différente et ce n'est pas l'objet de cette conférence. Il faut savoir que le germe le plus fréquemment en cause et qui est virulent, c'est le pneumocoque, le Streptococcus pneumoniae. Et il faut savoir également que la pneumonie aiguë communautaire est un véritable fardeau humain et financier. Un petit rappel, tout le monde a assisté à la pandémie du Covid et vous avez vu que les pneumonies aiguës communautaires virales, il y avait beaucoup de séjours en hospitalisation, il y avait l'utilisation des moyens invasifs, donc c'est un véritable fardeau humain et financier. Et il faut savoir que, selon l'Organisation mondiale de la santé, les PAC, les pneumonies aiguës communautaires, sont considérées comme la première cause de décès d'origine infectieuse dans le monde, c'est-à-dire que ce soit une infection urinaire, infection rénale, donc les infections de pneumonie aiguë communautaire, c'est la première cause de décès par une pathologie infectieuse. Sur cette diapo, j'ai relevé ces statistiques qui ont été publiées en 2020. C'est les principales causes de mortalité dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé, selon qu'il s'agit d'un pays à revenus élevés et un pays à revenus intermédiaires. Et qu'est-ce qu'on constate? Que pour les pays à revenus élevés, la classification des infections respiratoires, c'est la 6e, donc après les cardiopathies ischémiques, après l'Alzheimer, après les AVC, les cancers de la trachée et les BPCO, et pour les pays qui ont un revenu intermédiaire, elle est classée 5e. Donc vous voyez, c'est très très fréquent et c'est mortel. Donc il faut une bonne prise en charge et pour faire une bonne prise en charge, il faut bien évaluer le patient et bien poser le diagnostic étiologique et démarrer le plus rapidement possible l'antibiothérapie probabiliste. Donc, il faut savoir qu'on a 3 types de pneumonie aiguë communautaire qu'on va distinguer selon le tableau radioclinique. Il y a la pneumonie typique, connue par tout le monde, c'est la pneumonie franche-lobaire aiguë. Il y a les pneumonies atypiques et les bronchopneumonies. Donc, vous serez devant un tableau radioclinique de ces 3 types de pneumonie. Il faut savoir sur quel terrain évolue cette pneumonie. Est-ce que c'est un sujet sain? Est-ce que c'est un sujet immunodéprimé? Tout ça pour penser aux germes en cause et démarrer votre antibiothérapie probabiliste. Donc, le diagnostic de la pneumonie aiguë communautaire repose sur des éléments bien sûr cliniques, mais là, la radiographie thoracique, elle est primordiale pour poser le diagnostic. Sans image de pneumonie, vous ne pouvez pas dire que c'est une pneumonie aiguë communautaire. Donc, on va parler de la pneumonie typique qui est la plus fréquente. Généralement, c'est un patient qui vient consulter parce que de manière brutale, généralement après un refroidissement, il rapporte des signes généraux à type de fièvre, 39-40, il frissonne, il a des signes fonctionnels respiratoires, il a mal, il a une douleur en point de côté, il fait une dyspnée, il tousse, il crache purulent. Et quand vous examinez votre patient, c'est un tableau typique. On a des patients qui sont hospitalisés pour des pneumonies comme ça. C'est des malades pâles subectériques. Généralement, il y a de l'herpès labial. Et quand j'examine mon malade, je trouve un syndrome de condensation, c'est-à-dire il y a une matité à la percussion. Vous allez constater que les vibrations vocales sont exagérées et à l'auscultation, une diminution du murmure vésiculaire. Parfois, vous avez des râles crépitants ou un souffle tubaire. Donc, c'est un tableau clinique d'une pneumonie typique. Comment on va la confirmer? On va la confirmer par un cliché thoracique de face. C'est très simple. Et là, vous voyez, ça va montrer une opacité systématisée qui peut être lobaire ou segmentaire ou un syndrome alvéolaire localisé. Donc, ce syndrome alvéolaire, c'est une opacité. Vous voyez à l'intérieur un bronchogramme aérien. Donc, sur cette radiologie, on a une opacité systématisée. Il repose sur la petite scissure. Donc, c'est un tableau typique radioclinique d'une pneumonie typique. Donc, la deuxième pneumonie, c'est la pneumonie atypique. Généralement, c'est des patients qui rapportent le début de la symptomatologie très progressive. Ils ont des signes généraux, mais là, généralement, on retrouve un syndrome pseudo-grippal qui précède la pneumonie. Ils ont des signes à type de céphalée, myalgie. Donc, c'est des signes comme si c'était une grippe. Et les signes fonctionnels, généralement, la toux, elle est sèche. Les malades, il est dyspnéique. Et là, on ne va pas trouver un syndrome en foyer.
quand on examine, généralement, on va trouver des râles crépitants bilatéraux. Parfois, on ne trouve rien. Et le cliché thoracique, comme sur le cliché sur cette diapositive, c'est généralement des opacités réticulo-micronodulaires localisées ou disséminées, bilatérales prédominant aux bases. Donc vous voyez, les tableaux sont totalement différents, que ce soit la clinique, la pneumonie franche, lobaire aigu et un début brutal, pour la pneumonie atypique, début progressif, la radiologie de la pneumonie typique, c'est une opacité systématisée et localisée, et dans la pneumonie atypique, c'est des opacités de part et d'autre, généralement réticulo-micronodulaires disséminées. Donc, maintenant, on va voir la bronchopneumonie. Quand vous voyez le terme de bronchopneumonie, ça sous-entend qu'il y a une atteinte bronchique et une atteinte alvéolaire. Donc, en principe, le tableau sera plus grave, donc le début, il est brutal. Tableau de fièvre élevée, malaise général, polypnée, des expectorations purulentes. L'examen clinique, vous allez trouver des râles reflants, crépitants, vous pouvez trouver beaucoup de choses. Et ce tableau évolue chez un sujet qui est altéré. Vous voyez l'altération de l'état général de ce patient. Et quand on demande un cliché pulmonaire qui est systématique pour confirmer cette bronchopneumonie, on va trouver des opacités diffuses. Donc, de l'antibiothérapie des pneumonies aiguës communautaires, il faut savoir que le malade, le médecin, il est là à réfléchir qu'est-ce qu'il doit donner. Aucun antibiotique n'est actif sur l'ensemble des germes potentiellement en cause parce qu'il y a une absence de documentation dans plus de 60%, mais malheureusement, la PAC les PAC, c'est des urgences. Il faut une antibiothérapie initiale probabiliste et quel que soit le lieu de la prise en charge du patient, vous devez viser ce pneumocoque. D'accord, donc on va répondre à 3 questions. Quels sont les examens à pratiquer? Quels sont les malades à hospitaliser? Et quel antibiotique on va donner? Donc il faut savoir, pour les examens à pratiquer, ils ne sont pas systématiques, sauf pour les formes graves en hospitalier. Ça peut être l'hémogramme, la CRP, la procalcitonie qui va faire la différence entre une infection virale et bactérienne, la VS, mais le bilan étiologique n'est pas systématique. Il est indiqué en cas d'échec de traitement probabiliste dans les formes graves hospitalisées. Donc là, je vous montre une étude qui montre que quel que soit le lieu d'hospitalisation, le pneumocoque est le plus fréquent. Ce pneumocoque qui vit avec nous donc, fait partie de l'écosystème, d'accord? Et on a peur des résistances. Il y a plusieurs études ont été réalisées dans GSK qui a réalisé une enquête sur la résistance aux antibiotiques dans plusieurs pays du monde, dont le Maroc. Il détectait, il isolait les agents pathogènes et ils ont testé une gamme d'antibiotiques, pas seulement les antibiotiques de GSK. Donc l'objectif, c'était d'atténuer les résistances. Et là, je vous rapporte une étude pour la Koweït qui a cette étude de GSK qui a montré que, heureusement, le pneumocoque reste toujours sensible aux amoxicillines. Mais si vous voyez là, les céphalosporines de première génération, céphachlore, et il est réduite. Également, en Arabie Saoudite, une étude a été réalisée et heureusement, le pneumocoque il est toujours sensible. Revenons à l'Afrique, donc en 2015-2018, le Maroc faisait partie de l'étude et ça a été réalisé dans le centre hospitalier universitaire de Casablanca. Et qu'est-ce qu'on constate? Heureusement, notre pneumocoque, il est toujours sensible, il est gentil. Même s'il y a d'autres antibiotiques qui sont sensibles, mais on les laisse pour d'autres indications plus graves, puisqu'on a les pénicillines sont toujours, ils agissent de préférence, utiliser la pénicilline. Donc, on a vu les examens à pratiquer ne sont pas utiles, ils ne sont pas systématiques. On va voir quelle est la prise en charge et où on va la faire. Donc, les recommandations françaises, devant un malade, il faut rechercher les signes de gravité, tels que l'altération de la conscience, atteinte des fonctions vitales, situation particulière, des complications et des conditions socio-économiques défavorables, et bien sûr rechercher des facteurs de risque de mortalité, et l'âge en fait partie, en plus des comorbidités. Et là, vous allez orienter votre patient. Devant la présence de signes de gravité ou de situations particulières, il n'y a pas de signes de gravité. S'il y a des signes de gravité, l'hospitalisation est recommandée. S'il n'y a pas de signes de gravité et il n'y a pas de situation particulière, d'accord, on va rechercher les facteurs de risque. Et là, l'âge, c'est un facteur de risque à prendre en considération. Un patient qui est âgé plus de 65 ans sans facteur de risque, la prise en charge elle est ambulatoire. S'il a plus de 65 ans avec au moins un facteur de risque, il faut hospitaliser votre patient. Si votre patient il est encore jeune, soit inférieur ou égal à 65 ans, sans ou un facteur de risque
la prise en charge est ambulatoire, mais même s'il est jeune, s'il a 2 facteurs de risque, il faut hospitaliser votre patient. Donc, c'est un élément fondamental, la prise en charge, le lieu de la prise en charge, parce que ça influence la mortalité. Je vais vous montrer quelques scores qu'on utilise. Il y en a plusieurs scores. Je n'ai pas détaillé les scores, mais le score CRB65, il est le plus utile et je crois qu'il sera utile dans vos cabinets. Donc, c'est simple, 4 critères. Recherchez si votre patient il est confus. Est-ce que son rythme respiratoire il est au-delà de 30? Sa tension artérielle, comment elle est? Et son âge. Donc, 0 critères, traitement en ambulatoire dans vos cabinets. 1 ou 2 critères, il faut évaluer aux urgences, voire une hospitalisation de courte durée. Si vous avez 3 ou 4 critères, il faut hospitaliser en urgence. Donc, mais il ne faut pas oublier que le jugement clinique du médecin prime sur les scores. Donc là, on a répondu aux 2 questions. Là, on va voir l'antibiothérapie. Je dois faire vite, je crois. Désolée, c'est la partie la plus importante. Donc, les recommandations, l'antibiothérapie doit être urgente, probabiliste et couvre toujours le pneumocoque. L'état de résistance de chaque pays, on a vu l'étude, Dieu merci, le pneumocoque est toujours sensible aux amoxicillines plus acide clavulanique. Toujours la réévaluation de votre patient. Ne pas prescrire inutilement des antibiotiques. Arrêtez parfois rapidement si vous trouvez qu'un antibiotique a été donné par un autre médecin ou il a été pris d'une manière anarchique chez le pharmacien. Il ne faut pas ne pas hésiter à les arrêter s'il n'y a pas d'indication. Essayez de raccourcir rapidement. Donc là, pour vous dire que les pneumonies aiguës communautaires de l'adulte jeune sont signes de gravité, la prise en charge est ambulatoire. Et si vous avez un tableau de pneumonie franche lobaire aiguë et vous évoquez le pneumocoque, donnez l'amoxicilline, on réévalue si échec, on peut substituer. Si vous avez un doute entre pneumocoque intracellulaire, l'amoxicilline réévaluée et on peut substituer par la lévofloxacine. Si vous avez un tableau de pneumonie atypique, eh bien, dans ce cas, il faut donner un macrolide et si ça ne marche pas après 48 heures à 72 heures, substituer. Pour les sujets âgés et comorbidité, donnez l'amoxicilline plus l'acide clavulanique en premier choix. Sinon, vous avez l'autre choix. Si ça ne passe pas, ça sera une hospitalisation. Là, je passe pour les pneumonies aiguës communautaires en hospitalier en soins intensifs et je reviens sur cette plaque que je trouve très importante. C'est post-viral, post-infection virale. Et le premier choix, c'est l'amoxicilline plus l'acide clavulanique. Et s'il y a un échec, on pense à un staph. C'est pour ça qu'on donne la pristinamycine ou la fluoroquinolone. Vous voyez, quel que soit le jeune âge au sujet âgé, c'est l'amoxicilline plus acide clavulanique. Ce qui est quoi de neuf? La question que je veux vous répondre, c'est qu'ils veulent raccourcir 3 ou 5 à 7 jours. Généralement, ils veulent réduire la durée, mais pour le moment, j'insiste, on préconise une durée de 7 à 10 jours. Place des corticoïdes, il n'y a pas de place, sauf pour le traitement des bronchospasmes. On ne traite pas l'infection par les corticoïdes et vous devez évaluer votre traitement probabiliste au bout de 2 ou 3 premiers jours. Donc, j'avais prévu faire un cas clinique, mais je vais insister sur la prévention antigrippale et la prévention antipneumococcique, que vous avez 2 vaccins qu'il faut donner à des populations à haut risque ou à risque. Donc, tant pis, on ne va pas faire le cas clinique. Et en conclusion, le diagnostic est posé par la clinique, qui est parfois pauvre, c'est le sujet âgé. Radiologie pour le PAC. Évaluer la sévérité pour orienter votre patient. Le jugement clinique s'impose. Il y a des scores dans le CRB65, il est plus facile. L'enquête microbiologique n'est pas systématique et démarrez votre antibiotique dans les 4 heures en couvrant les pneumocoques. Intérêt de la prévention et amélioration de nos pratiques pour éviter l'émergence de souches résistantes. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, professeur Ouazzani. Je suis désolée. Non, il n'y a pas de souci. Donc,